Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique qui dirige l'Afrique du Sud depuis 2009. Mais son règne va de scandale en scandale. Jacob Zuma, c'est de lui qu'il s'agit, ne fait plus l'unanimité au sein de son parti, l'ANC, le Congrès national africain. Un parti plus que jamais divisé, mais qui en prendra la tête au prochain congrès prévu pour décembre 2017 en vue de la présidentielle de 2019. Son ex-épouse Nkosazana Dlamini Zuma a-t-elle quelque chance de prendre la tête de ce parti pour devenir la première femme présidente de l'Afrique du Sud? Quel bilan faire de Jacob Zuma à la tête de la nation arc-en-ciel? Trois invités avec moi pour en parler. Madame Sadio Morel-Kanté, vous êtes journaliste panafricaniste, vous le revendiquez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard. Jean-Bernard Bikim, analyste stratégiste et habitué de mes plateaux, président du think tank Alpha, Alliance Alternative pour l'accompagnement en Afrique. Merci, M. Bikim, d'avoir accepté notre invitation. Ça n'est que normal, M. Richard. Et un autre habitué de mes plateaux, Brice Nzamba, il est juriste avocat au barreau de Paris. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Richard. Les scandales, la répétition du président sud-africain semble avoir raison de l'unité de son parti, l'ANC, le parti de Nelson Mandela. C'est donc divisé que ce parti prépare le prochain congrès, celui qui désignera le futur candidat à la présidence de la République. C'est un sujet de la rédaction signé Birama Saonela. En Afrique du Sud, la guerre de succession est désormais ouverte dans le parti au pouvoir, ANC, African National Congress. Le prochain renouvellement des instances du parti et la présidentielle de 2019 mettent en lumière la bataille engagée entre le futur candidat et leur soutien. Dans le parti, la division se creuse de plus en plus. Les prises de position se font désormais publiquement. Dernière en date, Paul Machatil, le président de l'ANC pour la province du Gauteng, n'a pas hésité à soutenir la candidature du vice-président Cyril Ramaphosa. Les défis auxquels nous faisons face au Congrès national africain sont certainement dus au fait d'avoir perdu la boussole morale, au point que les leaders agissent de façon non éthique et contraire à tout ce que ceux de la génération précédente représentaient. Le renouvellement des instances dirigeantes de l'ANC est prévu en décembre 2017. Plusieurs hauts cadres ambitionnent de prendre la tête du parti au pouvoir dans la nation arc-en-ciel. L'ex-épouse du président Jacob Zuma, Nkosazana Dlamini Zuma, a également accepté de prendre la tête du parti, voire du pays. Aujourd'hui, les guerres de positionnement dans cette formation politique créée le 8 janvier 1912 inquiètent certains analystes. Cela fait mal à l'ANC parce que l'un des problèmes qui a été soulevé dans ce parti, c'est la mauvaise gestion présidentielle. L'attitude du président Zuma a terni l'image de l'ANC et cela leur a coûté cher. En 2016, l'ANC a connu un sérieux déclin lors des municipales. Le parti au pouvoir a perdu le scrutin dans plusieurs de ses fiefs historiques. Ainsi, pour éviter le même syndrome en 2019, certains observateurs estiment que l'heure devrait être à l'union sacrée contre l'opposition au lieu des guerres de positionnement au moment où la gouvernance de l'actuel président Jacob Zuma est fortement critiquée. Monsieur Bikim, le week-end écoulé, Paul Machatil, le président de l'ANC de la province de Gauteng, annonce publiquement son soutien plutôt au vice-président Cyril Ramaphosa, ce qui n'est pas le choix de Jacob Zuma. Il n'a plus la maîtrise des troupes au sein de l'ANC, Jacob Zuma. Jacob Zuma est confronté à un héritage légué par Mbeki, puisque rappelons un peu les choses. Mandela, quand il accède à la fonction suprême, confie une mission centrale à mes yeux, c'est non seulement de pacifier le pays, mais c'est de permettre à l'ensemble des communautés de pouvoir coexister et surtout de voir dans quelle mesure il serait possible de mieux redistribuer le produit national intérieur brut. Cette question-là, jusqu'alors, n'a jamais été prise en compte. Au contraire, le fait d'être passé à côté amplifie les tensions entre toutes les communautés, donc les Noirs et les Métis, les Noirs et les Indiens, pour ne citer que cela. Et derrière, sur le fond, l'une des difficultés à laquelle ils sont confrontés, c'est que le modèle économique et le modèle politique hérité ne répond pas
ne répond pas à la sociologie des populations, mais surtout, ils n'ont pas réussi à basculer d'une idéologie coloniale vers un modèle contemporain où, justement, dans une communauté nationale apaisée, l'ensemble des communautés se retrouvent. D'ailleurs, un signal fort avait été lancé par Julius Malema il y a plus de 5 ans, en disant qu'on ne fera pas l'économie des questions qui fâchent, à savoir la réforme agraire, l'aménagement du territoire et surtout la rediscussion de l'ensemble des contrats qui lient l'Afrique du Sud avec ses partenaires économiques. D'où son expulsion et surtout Zuma a cru qu'il pouvait justement via des équilibres internes réussir à maintenir le statu quo avec les partenaires extérieurs. Je ne calme pas les citer, c'est des puissants, c'est ce que je les appelle les maîtres chanteurs du monde. Et de l'autre côté, apesés par des mesurettes, je dirais sans corps électoral. Et entre les deux, vous avez une petite classe moyenne qui a émergé, qui a été endoctrinée et totalement corrompue, disons, j'aime pas ce terme, mais qui a été complètement emporté par j'appelle ça le gain facile. Et le goût du gain facile. Mais vous êtes en train d'expliquer d'une certaine manière que la classe politique post-apartheid, au fond, est une substitution de celle qu'ils avaient avant, les Sud-Africains. Exactement. Que rien n'a changé fondamentalement. C'est exactement ça. Nous avons là ce qu'on appelle ça. Pour les uns, certains chercheurs, c'est le phénomène colonial. Pour d'autres, c'est la situation coloniale. En fait, aujourd'hui, l'apartheid est perpétué par les Africains, donc les Zoulous et les autres, la classe politique dirigeante, qui reprennent les mêmes codes qu'ils appliquent à toutes les populations. Et c'est justement ce qui rend intenable la position de Zuma. Madame Kanté Morel, c'est aussi votre lecture à la fois de la gestion de Jacob Zuma, la gestion qu'il fait du pouvoir, et de la sociologie politique actuelle de l'Afrique du Sud. Mais encore pire, c'est le comportement corruptif même de Jacob Zuma. C'est un être totalement corrompu qui a su distiller cette corruption-là dans toutes les couches où l'ANC jusqu'à dans les bases de l'ANC et dans beaucoup de formations politiques. L'exemplarité au sommet de l'État est quasi absente, dites-vous. Elle est complètement absente avec Zuma, amplifiée par Zuma. Et si on se rappelle bien, Zuma et Mbeki avaient ces problèmes que Mbeki n'a pas pu régler. Et c'était lié, c'était sur fond de corruption, les actions de corruption de Mbeki qui les avaient divisés. Et malheureusement, Mbeki a pu, par des mécanismes, tenir les uns et les autres, amplifier cet état de choses, et qui fait qu'il garde encore une certaine popularité. Bon. Et puis, c'est vrai que ce que vient de dire mon ami tout de suite, que ce qu'on peut voir maintenant, c'est toute la dislocation le socle même de l'ANC, l'âme de l'ANC n'existe plus. Parce que quand on voit aujourd'hui les économistes et le Front des femmes et les syndicalistes aujourd'hui courir après le même morceau, personne ne l'aurait cru. Vous pensez que l'ANC, ce parti cher, qui était si cher à Nelson Mandela, a perdu son âme avec la présidence de Jacob Zuma? Parce que quand on a vécu les années Mandela, où, même d'ailleurs à la mort, on a vu le patrimoine de Nelson Mandela qui ne constituait pratiquement rien pour l'homme qu'il a été, pour tous les travaux qu'il a fait. Il aurait pu être beaucoup plus milliardaire que ça s'il avait un penchant matérialiste. Mais on a vu que c'est un homme qui a vécu raisonnablement, contrairement à Zuma, qui, c'est vrai, d'éleveur de bétail à la formation de son réseau de renseignement. C'est un autodidacte. Hein, c'est un autodidacte qui a pu arriver. Mais je crois qu'à un moment, il s'est dit, il faut rattraper les temps passés dans la lutte. Ça lui a donné ce goût enfoui du luxe qui était en lui. Le goût du luxe, dites-vous, madame. Lui a fait surface et ça se distille à tous les niveaux maintenant parce qu'il contrôle beaucoup de fractions
de l'ANC et même du pays. Donc, ça, mais on verra tout à l'heure quelle est l'influence ou la profondeur de la crise que traverse son parti. Brice Nzaba, dites-nous très rapidement, on l'a dit, l'homme, Jacob Zuma, est décrié, surtout à cause de ses frasques, de ses scandales. Le plus retentissant, c'est la rénovation de sa résidence privée sur fonds publics à raison de 20 millions d'euros. Comment expliquer une telle prudence de la part d'un homme d'État? Oui, ben écoutez, moi je ne sais pas s'il faut l'appeler un homme d'État. Vous savez, il y a un sens bien précis de l'homme d'État. Oui. Moi je dirais que le président Jacob Zuma est certainement le président de l'Afrique du Sud. Est-il un homme d'État? Je ne m'avancerai pas sur ces terrains. Mais en revanche, pour revenir à votre question, il faut déjà savoir que l'ANC vient de loin. C'est un parti qui s'est battu et qui s'est constitué précisément pour lutter contre l'injustice. L'injustice liée notamment à l'apartheid, comme on le sait, aux lois de l'apartheid qui créaient une séparation, un cloisonnement aussi bien géographique, économique, social entre les populations selon leurs origines raciales. Donc c'était un parti qui, même dans son ADN, est un parti de justice, est un parti qui prône l'égalité d'abord en droit, et ensuite doit lutter donc pour que cette égalité en droit, cette liberté obtenue donc par le combat, par l'abnégation du président Nelson Mandela, par le sacrifice par aussi, le sacrifice même, on peut aller jusqu'à ces points, jusqu'à ces mots, puisse être transformé économiquement. Le combat qu'a mené Nelson Mandela, c'était un combat pour une liberté politique, c'est-à-dire que les Sud-Africains de façon générale puissent avoir les mêmes droits, puissent être considérés légalement comme étant des individus égaux face à l'État sud-africain. Ça, c'était le combat de Nelson Mandela. Et ce combat, ma foi, il a remporté. Puisque Nelson Mandela a permis à ce que les Sud-Africains, qu'ils soient noirs, indiens, métis ou blancs, soient au même pied d'égalité sur le plan du droit, puisque c'est un homme et une voix. Et à partir de ces moments, Thabo Mbeki était déjà en gestation proche du président Nelson Mandela à l'époque où il a fait son seul mandat en préparation, parce que le président Thabo Mbeki était réputé au sein de l'ANC comme celui qui avait l'ingénierie économique, notamment le bon gestionnaire. Donc c'était lui qui était chargé de préparer les bases macroéconomiques pour que précisément l'Afrique du Sud puisse se doter, puisse se préparer de façon macroéconomique à redistribuer par la suite les richesses au sein de toutes les populations. Parce que l'apartheid légal doit aussi être combattu sur le plan économique. Alors, le président Zuma a fait, le président Mbeki a fait le nécessaire. Il avait réussi plus ou moins au plan économique. Il a réussi d'une certaine manière à faire de son pays la première puissance économique du continent. Alors, en revenant au président Zuma, toute la difficulté aujourd'hui, c'est que le président Zuma, quand il accède au pouvoir, il y a perte, en fait, dans la perception, dans sa pratique gouvernementale, on y retrouve plus cet ADN-là de l'ANC. C'est-à-dire que la rigueur, l'abnégation, la constance, le sacrifice que constituait même l'âme de l'ANC pour la justice, avec le président Zuma, on constate que là, on a plutôt, il y a une perte de boussole, comme l'a dit la personne dans le reportage, il n'y a plus de boussole morale. C'est-à-dire qu'on a donc affaire à une personne qui gère, mais d'abord en mettant en avant le fait qu'il doit en être bénéficiaire. Donc je prends l'exemple, le symbole même de 50 millions de dollars pour une résidence, alors qu'il y a des milliers, pour ne pas dire des millions de Sud-Africains qui sont dans la misère. Tout à fait, qui sont dans les townships, dans la précarité. Mais quel message ça envoie? Le message que ça envoie, c'est pour dire que les sacrifices des townships, les sacrifices de Soweto, les sacrifices de tous ceux qui sont morts du fait de l'apartheid, ont servi à la vérité à une classe dont Jacob Zuma est aujourd'hui le parangon, malgré lui ou avec lui, et qui aujourd'hui trouble l'image de l'ANC. Et on l'a vu avec la débâcle. Bon, on ne va pas dire la débâcle, puisque mais aux dernières élections municipales. Sur le plan national, l'ANC a conservé sa majorité. Mais sur le plan local, l'ANC a quand même perdu des villes symboliques, comme Pretoria, Joburg, et d'ailleurs même des villes avec le nom de Nelson Mandela. On a même vu un descendant de sa base. Hein. Tout à fait, 40, même s'il garde encore la majorité à l'Assemblée nationale, 249 députés sur 400. C'est des signaux pour ceux qui analysent, pour dire qu'aujourd'hui, la population, parce que pour revenir un peu, très rapidement s'il vous plaît, on en viendra par la suite, aujourd'hui, il y a une sorte d'alliance objective
entre les pauvres ou les pauvres noirs, hein, c'est le terme qu'on utilise là-bas en Afrique du Sud. En fait, il n'y a pas de problème à désigner les gens racialement. Entre les pauvres noirs, puisqu'il y en a autour de 55, ça tourne autour de là. Tout à fait. Et aujourd'hui, on comptabilise près de 10% des blancs qui sont pauvres aussi. Oui. Donc aujourd'hui, ça dépend. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire que l'ANC a perdu, est en perte d'identité. Perte d'identité, perte d'âme. Perte d'âme, voilà. Et donc, l'urgence aujourd'hui, c'est de retrouver, de restaurer cette âme. Oui, mais il faut comprendre d'abord ce qui se passe sociologiquement ou du point de vue politique. Monsieur Biki, comment un parti comme l'ANC, qui a ce passif de lutte sociale, de lutte politique, en arrive à perdre aussi facilement son ADN, comme on l'a dit, la boussole morale? Nous ne disons pas ici que tout le monde à l'ANC est corrompu, ce n'est pas la question. Mais Brice nous dit, Jacob Zuma, c'est la partie émergée de l'iceberg. Comment l'expliquer, comment le comprendre ça? Alors, je reviendrai très rapidement dans mot de sol sur ce que Brice vient de dire et ce que la collègue vient de dire en face. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette question de corruption, c'est Mbeki qui l'a initialisé. Je rappelle aux téléspectateurs d'Africa 24 que la chute d'Areva dont on ne parle pas provient d'un scandale qu'on appelle l'affaire Uranim. Uranim, c'est une fausse mine d'uranium en Afrique du Sud par laquelle un montage spécifique va être mis en place pour pouvoir arroser Mbeki, oui. afin de le récompenser, de verser des commissions, des rétrocommissions pour les contrats de centrales nucléaires. Donc quand Zuma récupère la place, qu'est-ce qu'il va se dire? Ça n'est pas compliqué, il faut que très rapidement je fasse la même chose. Et je ferme cette parenthèse. Ce que Brice vient de dire, la lutte de Mandela, elle était multiforme. C'est dire comment un pays comme l'Afrique du Sud, doté des capacités qui sont les siennes, ne soit pas capable de faire en sorte que toutes les communautés puissent coexister ensemble. Mais est-ce que aussi, quelque part, c'est parce qu'il n'y a pas en soi de modèle? C'est une jeune république, hein, l'Afrique du Sud. Il vient de naître en tant qu'État post-apartheid. Et au fond, le vrai démocrate qu'ils ont eu, le seul, c'est Nelson Mandela. Et son règne était court. Est-ce que finalement c'est parce qu'il n'y a pas encore une expérience politique qui fait qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité dans la gouvernance, notamment dans la bonne gouvernance? Alors, dans mon propos liminaire, je disais que Mandela avait confié à Mbeki justement la mission de parfaire le tableau final en prenant en compte la question économique et fait en sorte qu'il puisse travailler avec Botha. Et Botha s'est plaint en disant, attention, Mbeki, en prenant le vrai pouvoir, puisque l'économie et la finance, c'est le vrai pouvoir, a balayé, a nettoyé tous les Blancs, les a remplacés par des Africains qui n'avaient pas les compétences requises. Ça a un coût, ça. Vous ne pouvez pas sortir un cultivateur de son champ et lui demander de traiter des questions d'une complexité énorme qui implique des impacts géopolitiques, géostratégiques. Il aurait fallu une transition avec une sorte de, ce qu'on appelle en Afrique au sud du Sahara, de gouvernement, d'union nationale, fait de blanc au poste stratégique d'abord avant de... C'est ce qu'il aurait fallu. Il aurait fallu maintenir sur la durée une coproduction, une concertation et une co-coordination permanente afin de corriger pas à pas tous les problèmes qu'ils rencontraient. Or, en écartant les Blancs, tout de suite, ils ont reproduit de façon inverse ce qu'ils ont combattu eux-mêmes. Madame, ça a accentué les tensions. Morel Kanté, effectivement, il y a problème de compétences. On peut le dire. Ils n'ont pas eu le temps de se former à la gestion du pouvoir. Vous pensez que l'abolition de l'apartheid leur est tombée dessus comme ça, sans qu'ils aient eu le temps de se préparer véritablement? C'est-à-dire, Nelson Mandela avait vu qu'il ne fallait pas tout de suite écarter les Blancs, qu'il fallait cheminer avec eux
pour asseoir les compétences, pour faire un transfert de compétences. Ce que je crois que ses successeurs n'ont pas compris, ils ont voulu occuper tous les postes à tout prix, tout de suite et maintenant. Je crois que ça peut se comprendre d'un point de vue social. C'est-à-dire on a longtemps été confinés, maintenant qu'on est à la Vous nous avez lumière, assez dominés de par le passé, essaie. maintenant c'est notre tour. Ouais, mais je crois que cet aspect, il sera très difficile aux Sud-Africains noirs de pouvoir le combler de sitôt. Vu le coût de l'école, vu le nombre de personnes qui ne peuvent pas accéder aux études supérieures. À l'éducation, oui. C'est-à-dire, le mieux serait qu'ils refassent le circuit de Nelson Mandela, c'est-à-dire faire des binômes noirs et blancs pour pouvoir transférer les compétences à tous les niveaux. Parce que ça c'est tellement... la gangrène s'est tellement diffusée, tellement rapidement que je ne sais pas si dans une décennie ils pourront rattraper ça. Vous ne savez pas si dans une décennie ils pourront le rattraper. La gangrène a suffisamment pénétré la société, la haute société sud-africaine, dites-vous, mais nous verrons. Ils ne sont pas nombreux, ils sont pas nombreux, ils sont pas nombreux, mais suffisamment gangrénés pour casser tout le tissu social, économique et même politique. Parce nous que verrons dans quelle proportion, madame, excusez-moi, nous verrons dans quelle proportion la société, la classe politique sud-africaine est gangrénée, mais ce sera après une courte pause. À tout de suite.